Liberté, richesse et trois contes du Nord. Pourquoi il est impossible de copier le paradis des autres. Imaginons un pays où un médecin, une infirmière, un maçon, un caissier donnent à l'État presque la moitié de tout ce qu'ils gagnent. Ce ne sont pas des millionnaires, mais des gens ordinaires qui ne se révoltent pas, ne fuitent pas et ne dissimulent pas leurs revenus. Au contraire, ils en sont fiers et pensent vivre dans le meilleur pays du monde. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une invention mais la réalité. Passons maintenant à la deuxième scène. En Europe, où disons le Danemark se trouve, il y a 560 millions d'habitants. Aux États-Unis, il y en a 350 millions. Eh bien, il y en a environ 200 millions de moins. Oui, et presque tout ce qui a changé votre vie au cours des 30 dernières années. Le smartphone, le moteur de recherche, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, les fusées qui reviennent se poser sur la plateforme. Et né non pas là où il y a plus de gens, mais là où il y en a moins. Pourtant, les gens, oui, semblent être les mêmes. Deux énigmes. Le Danemark heureux, qui donne la moitié et qui est satisfait. Et la petite Amérique petite, avec 200 millions de personnes de moins qu'en Europe. Oui, qui dépasse la grande Europe. À première vue, ils parlent de choses différentes. Mais ils ont la même réponse. La même réponse. Et aujourd'hui, je vais vous la donner. Cette réponse expliquera pourquoi certaines sociétés s'enrichissent, tandis que d'autres, malgré leurs ressources et leur population, chutent. Cela s'appelle la stagnation. Chute, chute. Et d'ailleurs, cela renverse ce qu'on dit habituellement sur la gauche et la droite. Si vous aimez les analyses où l'on va au fond des choses, au lieu de simplement répéter les gros titres, abonnez-vous à la feuille de route vers la liberté. Activez la cloche et mettez un like. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai un niveau privé à 4 $ par mois avec un accès anticipé. Bon, passons maintenant à l'essentiel. D'abord, d'où vient la richesse au juste ? Regardez, on dit que l'Amérique a construit et produit plus de richesses en 200 ans d'existence que tout le reste du monde. Tout le reste du monde en 6000 ans, c'est-à-dire pendant toute son existence connue. Qu'est-ce que cela signifie ? D'où cela vient-il ? Revenons à la base. Qu'est-ce que la richesse ? Ce n'est pas un tas d'argent. L'argent n'est que du papier, des reconnaissances de dettes. La vraie richesse, ce sont les biens et services qui améliorent la vie. Nourriture, logement, médicaments, voitures, communication, savoir. Tout cela doit être créé par quelqu'un. Ce sont des produits qui ne poussent pas sur les arbres. Il faut les fabriquer. Selon la grande distinction de Franz Oppenheimer, l'homme n'a que deux façons d'obtenir quelque chose. La première, il l'a appelée économique. Je l'appellerai plutôt la manière productive. Produire soi-même, échanger honnêtement ou recevoir un cadeau, par exemple de ses parents pour un anniversaire. La seconde façon est la manière politique. Prendre à celui qui a produit, soit par la force, soit par la loi. Oui, retenez bien cette distinction. Elle explique en réalité tout aujourd'hui. La différence n'est pas entre la loi et la force, c'est la même chose. La loi n'est une loi que si elle est soutenue par la force. Oui, donc soit par la force, soit par la menace de la force. Toute la véritable richesse de l'humanité a été créée uniquement de la première manière, c'est-à-dire par la production. Le second, donc, eh bien, le prélèvement, oui, ne crée rien, il ne fait que transférer. Donc il crée. C'est déjà créé, puis on prend d'une poche et on met dans une autre, en perdant une partie en chemin. Bien sûr. Et voici la question principale. Sous quelles conditions une personne se met-elle à produire, inventer et construire ? La réponse est en réalité simple et, comme diraient les libertariens, implacable. Alors, et alors seulement, lorsqu'il est libre de le faire et qu'il est certain que les fruits de ce qu'il accomplit lui reviendront. Car cela reste impossible, cette question touche 90% des sociétés. La liberté n'est ni un luxe ni un slogan. La liberté, c'est le carburant qui fait fonctionner la création de richesses. Si vous l'enlevez, le moteur cale. La liberté de faire ce que tu veux, bon, si on t'oblige, tu le fais. C'est pire, mais tu le fais, n'est-ce pas ? Mais si tu n'en retires rien du tout, eh bien, tu le fais vraiment mal, n'est-ce pas ? Il faut ici briser un mythe. On pense souvent que seuls les génies réalisent d'eau dépercée. Où trouve-t-on le plus de personnes intelligentes ? Plus il y a de découvertes, mais les preuves du contraire sont sous vos yeux. L'Europe a donné au monde Einstein, Bauer, là, Curie, Turing, là, des cerveaux, là, eh bien, pas moins bons que les Américains, n'est-ce pas ? Et pourtant, les grandes choses sont créées de l'autre côté de l'océan. Je veux dire, ces 100 dernières années, par exemple, n'est-ce pas ? C'est créé de l'autre côté de l'océan. Les grandes choses le sont créées là où il y a moins de gens. Il semble que les cerveaux, là, soient peut-être même moins bons, ou peut-être pareils, qui sait. Donc ce n'est pas une question de quantité, ni de qualité des cerveaux. Un génie sans liberté ?
Voilà, c'est juste une personne intelligente qui n'a rien accompli. Mais une personne ordinaire avec la liberté d'agir peut déplacer des montagnes. C'est quelque chose qu'on peut observer, comme on dit. L'expérience le montre. Comment, demandez-vous, la liberté se transforme-t-elle précisément en technologie? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas de la magie. C'est un mécanisme scientifique et concret composé de 4 parties. Il y a 4 éléments bien définis. Vous savez, pour vivre, il faut de l'air. Il faut respirer, n'est-ce pas? Il faut de l'eau, n'est-ce pas? Il faut de la nourriture, et puis, Dieu sait, il faut encore autre chose, n'est-ce pas? Je n'arrive même pas à me rappeler quoi d'autre il faut. Eh bien, ici, c'est pareil. Pour que les choses deviennent technologiquement meilleures, il faut plusieurs éléments. Premièrement, il s'agit du droit d'essayer sans demander la permission. Cela peut paraître anodin, mais pensez-y. Essayez sans autorisation. Je vais vous expliquer. Ce qui est nouveau n'est toujours dans une zone que la loi n'a pas encore décrite. Parce que ce qui est nouveau, eh bien, ça n'existe pas encore dans les règles. Ce n'est pas dans les règles, donc, pour ainsi dire, oui. Ce n'est que lorsque cela existe qu'on l'ajoute. Là où s'applique le principe, fais ce qui n'est pas interdit. Là où ce principe fonctionne, l'inventeur essaie. Là où c'est interdit, tant qu'on n'a pas donné l'autorisation, il attend des années pour obtenir la permission, les accords. L'idée meurt. Ou bien il part. L'Amérique, par défaut, dit oui, essaie. La majeure partie du monde, par défaut, dit demande d'abord. 1. Deuxièmement, l'argent est prêt à être brûlé. Comment ça, l'argent est prêt à être brûlé? Personne n'aime ça. Mais une nouvelle idée risquée a besoin d'un capital particulier. Celui qui est prêt à tout perdre pour une chance d'obtenir un énorme retour. Et où y a-t-il beaucoup de ce capital? Là où les gens sont désespérés. Les gens? Eh bien, ils s'enflamment avec enthousiasme, ils sont créatifs, ils financent peu l'idée. Même si 9 projets sur 10 échouent, parce que le 10e remboursera tout. Là où le capital est seulement prudent, c'est du capital bancaire qui exige des garanties. Aucune idée risquée n'est financée. Et vous imaginez si 2 ou même 3 sur 10 réussissent. Waouh! Troisièmement, il faut avoir le droit à l'échec. Et voici un tournant inattendu. Nous avons l'habitude de penser que la richesse crée le succès. En réalité, le fondement de la richesse, c'est l'échec permis. Je vais essayer d'expliquer. Là où la faillite est une marque à vie, une personne n'osera pas prendre de risques. Et d'ailleurs, cela me rappelle la Russie, l'Ukraine ou encore l'Europe. Ah, Trump, il a eu 6 faillites. Oui, mais peu importe. Sur 1009 entreprises créées avec son aide, il y a eu 6 faillites. C'est incroyable, incroyable. Mais peu importe. Ils ont l'impression que c'est terrible, que c'est une marque. Alors que chez nous, eh bien, la personne a essayé, n'est-ce pas? Rien n'est jamais garanti. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Il est allé passer à autre chose. Ou l'échec est-il un épisode normal? C'est aux États-Unis. Oui, ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé. Mais ça n'a pas marché. J'essaierai encore. Ça vient déjà d'Edison, là-bas. Vous savez, là-bas, nous avons déjà essayé 16 523 matériaux. Et ça n'a pas marché non plus. Ça ne marche pas comme là-bas, le filament de tungstène. Pareil, non? Il ne savait pas que c'était du tungstène. Il le cherchait. Et Edison dit « Très bien. Donc ça non plus, ça ne marche pas. Notons-le absolument. C'est un droit à l'échec. » Ici, on prend des risques tout le temps. Quelqu'un finit par changer le monde. Pour qu'une société devienne riche, elle doit d'abord permettre à ces gens de faire faillite. Le pays l'interdit. En interdisant l'échec, en condamnant l'échec, elle interdit aussi la réussite. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Dès que tu interdis l'échec, tu arrêtes la réussite. Tu arrêtes le mouvement. Et donc, la réussite aussi. Et quatrièmement. Donc maintenant, on va m'accuser de capitalisme. De ce fameux... Eh bien, celui-là, comment il s'appelle? Requin, c'est ça? Quel genre de capitalisme? Requin. Requin, bien sûr. Le requin capitaliste. Et quelque chose d'autre capitaliste. Capitaliste, oui. L'araignée, je pense. Le droit de garder les fruits pour soi. C'est-à-dire, comme disait Vladimir Vladimirovitch, là-bas à la mairie de Leningrad, le fric, le pognon. Pourquoi se tuer à la tâche et ne pas dormir la nuit si le résultat sera pris par les impôts ou la réglementation? Plus on permet à une personne de garder, plus elle crée. Le stimulus de créer repose sur la certitude que ce que tu as créé t'appartient. Additionnez les 4 éléments. Les autorisations. L'autorisation d'essayer. Du capital à risque. L'échec pardonné. Et voici le droit d'en garder les fruits. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la formule qui montre comment la liberté transforme la technologie en richesse. Et voici la réponse à la question la plus frappante.
Pourquoi une même personne, de chaque côté, de part et d'autre d'une grande flaque, oui, obtient des résultats différents? Un Européen arrive en Amérique et aussitôt il construit, invente et prend des risques. Ce n'est pas qu'il soit devenu plus intelligent dans l'avion, mais il est arrivé dans un environnement où le risque étant financé, l'échec pardonné, le marché immense et l'ambition respectée. Un Américain s'installe dans un pays très réglementé et il s'éteint. C'est la même personne. Seul change la façon dont la société lui permet d'agir. C'est là qu'il s'épanouit ou qu'il dépérit. Et maintenant, quelques mots sur la façon dont, en général, on consomme l'avenir. Ça sonne peut-être un peu étrange. Consommer l'avenir, n'est-ce pas? Oui. Ils dévorent, engloutissent, je ne sais comment le dire plus précisément. Comprenez-moi. Je ne suis pas contre les règles, comme ne tue pas, ne vole pas, respecte les contrats. Oui, ce sont des principes presque inscrits dans les 10 commandements. C'est la protection de la liberté. Sans elle, aucune création n'existerait. Et ces règles protègent l'homme contre la violence d'autrui, contre cette même manière politique de te prendre quelque chose. Mais il existe un autre type de règles. Celles qui interdisent de holà d'agir à l'avance tant que tu n'as pas prouvé à un fonctionnaire que tu en as le droit. Des licences pour tout. Toutes ces autorisations sans fin, ces règlements. Pris séparément, chacun semble raisonnable. Enfin, ça paraît raisonnable. On l'introduit toujours pour une bonne cause. Mais voici ce qu'on ne voit pas. Chaque restriction a un coût invisible. Chacun voit ce que la règle interdit, mais peu perçoivent ce qu'elle détruit. Une entreprise qui n'est jamais née. Un médicament qui n'est jamais parvenu au malade. Une invention qui soit a complètement disparu, soit est partie ailleurs. Un bénéfice visible contre une perte invisible. Et puisque la perte est invisible, la société ajoute encore et encore une nouvelle règle. Mais c'est vrai, il semble juste de l'ajouter, n'est-ce pas? Et puis encore une autre. Et elles enchaînent la capacité même de créer du nouveau. Un pays qui s'est chargé de restrictions ne s'effondre pas du jour au lendemain. Non. Comme disent quoi les Arabes, choué, lentement. Elles cessent simplement d'inventer. D'abord, les plus ambitieux partent. Ensuite, de nouveaux secteurs ne naissent plus ici. Ensuite, il faut acheter aux autres ce que nous aurions pu créer nous-mêmes. Regardez, notre gars est parti en Amérique. Et il a réussi. Ah, quel gars intelligent nous avons. Bien sûr, ils sont intelligents. Mais les plus intelligents partent. La richesse se maintient un certain temps grâce à l'inertie. Grâce à ce qui a été accumulé. Oui, comme l'a dit Margaret Thatcher. Elle disait que le socialisme fonctionne très bien. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent, qu'ils ont, pour ainsi dire, volé au capitalisme. J'ai peut-être formulé autrement. Mais l'idée est la même. Oui, la société commence à puiser dans ses réserves. Donc quand j'essayais d'expliquer de quoi il s'agissait. C'est comme une famille vivant sur ses économies après avoir cessé de gagner de l'argent. Voilà la réponse à la première énigme. L'Europe a plus d'habitants, une culture plus ancienne et n'est pas moins intelligente. Mais au fil des décennies, elle s'est entourée de prudence. Le capital est craintif, l'échec est puni, le marché est fragmenté, en dizaines de pays et de régulateurs, chacun le sien. Chaque nouveau phénomène suscite une question. Comment l'interdire plutôt que comment l'autoriser? 350 millions sur un terrain libre et unifié créent non plus que 550 millions sur un marché fragmenté et surréglementé. Ce n'est pas une question de langue. Si tu as besoin d'un bon chauffage là-bas, il sera acheté par des gens qui parlent anglais, français et, j'aurais dit belge, mais les Belges parlent aussi français. Mais attendez, et qu'en est-il du Danemark heureux? On nous a parlé du Danemark. Alors ici, un homme honnête doit s'arrêter et demander « Y a-t-il de la liberté et peu de contraintes ?» C'est tout? Sinon pourquoi le Danemark? Où va-t-on? C'est riche, paisible, et les sondages montrent que les gens sont satisfaits. Est-ce que cela ne contredit pas tout ce que je viens de dire? Non. Donc si on regarde de loin, si on ne s'approche pas, oui, tout est absolument correct. Mais si on regarde de plus près, le Danemark ne contredit pas, il confirme. Il confirme mes paroles. Mais pour voir cela, analysons 3 contes nordiques que l'on cite souvent en exemple. Ainsi nous comprendrons que chaque pays a son propre secret, et même plusieurs. Ce n'est pas copiable. Sinon tout le monde aurait déjà copié, n'est-ce pas? Mais si c'est si bien, pourquoi ne pas copier? Bon, allons-y. Premièrement, la Norvège. La vie en Norvège est incroyable. On la met constamment sur le même plan que le Danemark. Mais il y a un fait qui change toute la donne. La bonne vie en Norvège n'est pas payée par le travail. Comment, direz-vous? Eh bien, voilà. Ils ont du pétrole jaillissant, comme chez les Arabes. Le pétrole et le gaz représentent un tiers des revenus de l'État, près de la moitié des exportations et près d'un cinquième de l'économie. Les revenus pétroliers comptent pour environ 4% du PIB contre 0,2%
en moyenne dans les pays développés, soit 20 fois plus. Le plus grand fonds souverain du monde, a été extrait du fond de la mer du Nord. Ce n'est pas un mérite, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas inventé, ils ne l'ont pas créé. Ils étaient simplement assis dessus. Donc, quand leurs ancêtres se sont installés là-bas, c'était déjà là. C'est une question de chance ou de malchance. On peut le dire de différentes façons. Pour ma part, je pense que ce n'est pas de la chance. Mais eux, ils pensent que c'est de la chance. On ne peut pas dire, dans un autre pays, travailler comme les Norvégiens. On devrait plutôt dire, trouvez chez vous du pétrole valant 4% du PIB et on en reparle. Ce n'est que de la rente, pas un modèle. Et quand l'extraction commencera à diminuer dans les années 30, la source commencera à se tarir. La richesse, ce n'est pas ce qui compte, c'est qu'elle va se réduire. La richesse, c'est-à-dire, en ce moment, tout va bien parce qu'il y a encore de quoi extraire et d'où extraire, n'est-ce pas? Mais après, très probablement, ça ira mal. Eh bien, en plus de ça, on ne peut pas simplement prendre ça et le transférer au Canada. Par exemple, n'est-ce pas? La Suisse est riche, même si le Canada a du pétrole, n'est-ce pas? Riche sur les services qui sont excellents, mais comment? Les Suisses collectent beaucoup d'argent et le leur rendent sous forme de routes excellentes, de médecine, d'écoles, d'ordre, et ils n'ont pas l'intention de partager cela avec des étrangers. C'est en fait un club fermé de personnes qui se font confiance, mettent leur argent en commun et veillent à ce que seuls les leurs en profitent. D'ailleurs, une famille, oui, disons, on a un peu exagéré, on vit dans une maison, on est une quinzaine ou une vingtaine, oui, et on met tout dans une cagnotte commune pour, disons, se protéger contre un incendie, ou si on a besoin d'un médecin ou autre chose, c'est une démarche normale, oui. Nous, disons, nous mettons en commun et, en fait, nous payons pour nous-mêmes. Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour un inconnu, mais pour nous-mêmes. C'est pourquoi il est presque impossible pour un étranger d'y entrer. La citoyenneté est l'une des plus longues à obtenir au monde. Et la décision finale est souvent prise par les voisins de la communauté eux-mêmes, en votant littéralement. Est-ce que tu en es digne? Voilà, il a vécu à côté de nous, nous pensons qu'il jette des papiers dans la rue et qu'il fume chez lui devant la fenêtre. Il n'en est pas digne. Et on ne te donnera pas la citoyenneté, même si tu es lauréat du prix Nobel. Ce n'est pas une bureaucratie aléatoire, c'est une protection consciente du pot commun, de la caisse commune. Ils ont une communauté. Un système de haute confiance et de haute efficacité ne fonctionne que tant que tu contrôles strictement qui y entre. Et leur forteresse est verrouillée, essaie donc de transférer ça intentionnellement aux États-Unis. Comme on disait dans mon enfance, que dalle, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Enfin le Danemark avec qui nous avons commencé. Son modèle s'appuie sur 3 piliers. Et surtout, ce ne sont pas les impôts sur les riches, mais une imposition totale de la personne ordinaire. C'est-à-dire, en quelque sorte, tout est honnête, oui, le taux d'imposition sur le revenu est élevé, l'impôt sur le revenu commence tôt, et il est payé par le travailleur moyen, plus une taxe sur les achats de 25% sur presque tout. C'est-à-dire, non seulement tu as déjà payé la moitié de l'argent que tu as gagné et tu l'as donné à quelqu'un, mais en plus, quand tu vas acheter quelque chose, on te prend encore 25%. C'est-à-dire, donc, si on prend la moitié, puis encore 25% de la moitié, ça fait 12,5, donc on te prend pratiquement 62,5% avant même que tu aies le temps de respirer. Cette même infirmière paie sa médecine gratuite 2 fois. En échange, elle a la médecine sans facture, l'éducation sans dette, la retraite, les soins. L'État prend beaucoup, mais il rend aussi beaucoup. C'est un échange équitable. Et là, vous allez dire, voilà, c'est ça. Mais allons, comme toujours, un peu plus loin. La première base s'effondrerait instantanément sans la seconde, qui s'appelle la confiance. Le Danois croit que son argent lui reviendra sous forme de services de qualité. Et voici l'essentiel. Le voisin paie aussi, il contribue aussi, il ne profite pas du système sans rien faire. Aux États-Unis, lorsque les immigrants sont arrivés à peu près des mêmes endroits et ont décidé d'organiser un kolkhoz, au sens littéral du terme, une exploitation communiste, les 3/4 d'entre eux ont arrêté de travailler. Tout de suite. Bon, c'est une autre histoire, et pour ainsi dire, je suis étonné que les Danois travaillent. Bravo aux Danois. Mais chez eux, peut-être que c'est parce qu'ils sont tous sous les yeux, les uns des autres. C'est un petit pays. Ils sont tous... Je ne sais pas. Je pense que ce qui maintient cela, c'est la confiance. Le 3e pilier, l'homogénéité. 6 millions de personnes avec une histoire commune, une langue commune, des habitudes de travail communes d'ailleurs. N'est-ce pas? Quand tu donnes la moitié dans un pot commun, tu dois croire que ce qui est pris l'est justement, et que ton voisin te ressemble, pas un étranger ou quelqu'un d'incompréhensible, mais quelqu'un qui a toujours vécu là, etc. N'est-ce pas? Et voici le paradoxe pour lequel tout cela a été raconté. Le modèle danois est appelé socialisme. Mais
Elle repose sur le fait que le socialisme nie la responsabilité personnelle et la culture du travail de chacun. Ce n'est pas un système qui permet de ne pas travailler. C'est un système qui ne fonctionne que parce que presque tout le monde y travaille et considère cela comme son devoir. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Bon, je sais, d'accord? Presque tout le monde y travaille et considère cela comme son devoir sacré. Maintenant, enlevez cette culture. La culture. Cette culture, d'accord? D'ailleurs, beaucoup de personnes venues ici, des pèlerins, possèdent cette culture. Eh bien, à l'exception de ces cas communistes, si vous enlevez cette culture, il ne restera que le pillage. Les uns au profit des autres. C'est-à-dire, soit tu as une telle culture et vous travaillez tous, vous investissez tous, vous prenez de l'argent et vous l'investissez dans la médecine, dans quelque chose. Le fonds commun, encore une fois, n'est-ce pas? Soit c'est du pillage. En d'autres termes, la générosité scandinave repose exactement sur le même fondement que l'inventivité américaine, l'initiative. Sur un homme libre, qui a lui-même choisi de travailler et a tenu sa parole. La liberté engendre la richesse, et la culture du travail ainsi que la confiance la maintiennent dans le pot commun, l'empêchant de se disperser. Mais malheureusement, même le Danemark. Même elle, justement, créée par Dima Torzok, là-bas, la culture, le pilier commence à se fissurer. De quoi, en fait, il n'était pas d'usage de parler au Danemark il y a 20 ans, mais maintenant même la gauche en parle. Pourquoi je dis même eux? Parce que, ce sont de tels menteurs, vraiment à gauche, mais si même eux commencent à en parler, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Au Danemark, tout le monde dit que le système a commencé à se briser. Ce n'est pas un manque d'argent, ni que les Danois aient désappris à travailler, mais l'arrivée de beaucoup de personnes avec une autre attitude envers l'accord. Le modèle est conçu pour une société où travailler est la norme. C'est un devoir, c'est une source de dignité. Quand je suis arrivé en Israël en 73, au début de 74, là-bas, ne pas aller à l'armée, c'était comme « tu ne vas pas à l'armée, il t'est arrivé quelque chose, tu es si malade ». Parce qu'aller à l'armée, c'était un devoir, c'était la norme, c'était une source de dignité. On ne te demandait pas si tu avais servi, mais dans quelle unité et où. GD Utko. Dans quelle unité as-tu servi? Tu disais, là-bas, tu connais Vatchkou, enfin Itsek, peu importe. C'est pareil pour eux, au travail. Faire les choses par le travail, non par la difficulté. Mais quand arrive un nombre important de ceux qui, grâce à un système généreux, ne s'intéressent pas aux résultats du travail, mais à ce pourquoi ils sont venus là-bas, participer au partage de ce que d'autres ont gagné. Oui, alors l'équilibre s'effondre. Il apparaît une catégorie de personnes prêtes à prendre dans la marmite sans y contribuer, c'est-à-dire sans la remplir. Et il ne s'agit pas de nationalité ni de religion, même si dans un certain sens cela joue aussi un rôle. Il s'agit de l'état d'esprit. Ceux qui viennent s'intégrer et apporter leur contribution renforcent le système, peu importe qui ils sont. Ceux qui cherchent uniquement les allocations sapent le système, peu importe qui ils sont. Lorsque le nombre de bénéficiaires augmente plus vite que la base des contributeurs, l'arithmétique devient impitoyable. Le pot se vide plus rapidement. Le pot se vide plus vite qu'il ne se remplit. Ce n'est pas seulement l'arithmétique qui s'effondre, mais aussi la confiance, le second pilier. Lorsqu'un Danois de souche voit qu'une partie prend sans donner, il se pose une question qu'il ne se posait pas auparavant. Pourquoi devrais-je donner la moitié? C'est exactement ce qui a détruit ces colonies de pèlerins en Nouvelle-Angleterre, lorsque les pèlerins sont venus ici après le Mayflower. La solidarité venait du fait que nous étions tous dans le même bateau. Dès qu'est apparu le sentiment que moi je rame, alors que d'autres se la coulent douce, la volonté de donner s'est dissipée. Et chez vous, elle ne se serait pas dissipée? C'est précisément pour cette raison que le Danemark tolérant a été l'un des premiers en Europe à durcir radicalement l'immigration. Mais il avait déjà laissé passer beaucoup de monde. C'est cette minorité injuste, non pas de droite, mais un gouvernement de gauche qui l'a fait. Parce que la gauche au Danemark a compris une chose simple. Pour sauver un système généreux, il faut contrôler strictement qui y a accès. Exactement comme les Suisses. C'est juste que les Suisses le faisaient prendre depuis longtemps, alors que les Danois n'ont commencé que récemment. Maintenant, essayons de transposer tout cela en Amérique. La question principale, que se passerait-il si l'Amérique adoptait le modèle danois? On croit ici que l'Amérique est assez riche pour tout se permettre facilement. Analysons étape par étape, et vous verrez pourquoi il n'en résulterait pas un paradis scandinave, mais son opposé, ce qu'on appelle un délire communiste. Les impôts.
Copier le Danemark, ce n'est pas simplement taxer Bezos ou Musk. Cela revient à taxer l'Américain moyen jusqu'à la moitié de ses revenus, comme au Danemark, puis à prélever un quart de ce qui reste à chaque achat. Donc oui, un quart de ce qui reste, c'est 12,5% de l'argent que tu as gagné. Mais tout le contrat social américain était basé sur le principe inverse. Prendre des risques, perdre, mais rester libre. C'était pensé. Prendre la moitié des biens de la classe moyenne américaine, ce n'est pas une réforme, mais une révolution politique. Parlons maintenant d'échelle et d'homogénéité. Le Danemark fonctionne parce que 6 millions de personnes similaires se font confiance. L'Amérique, c'est 340 millions de personnes d'une diversité incroyable. Il n'y a rien en commun entre un habitant du Vermont et un habitant du Mississippi. Ni expérience, ni solidarité automatique. Un homme donne volontiers la moitié à quelqu'un qui lui ressemble, mais il est très réticent à donner à un inconnu qui, selon lui, ne fait pas assez d'efforts. Au minimum et au maximum, il ne fait absolument rien. La confiance sur laquelle repose le système danois est tout simplement absente à l'échelle américaine. Autrement dit, on ne peut pas l'imposer par la loi. Efficacité. Le petit État danois dépense chaque couronne de manière relativement prudente. La gigantesque machine fédérale perd en chemin entre le contribuable et le service, eh bien, haha, incomparablement plus. Le dollar passe par tant de mains qu'il n'arrive que des centimes à destination. Si c'est le cas. Maintenant, souvenez-vous de la porte suisse verrouillée. Le Danemark et la Suisse ne peuvent être généreux que grâce à une stricte protection de leurs frontières. Les États-Unis, avec leur ampleur et leurs frontières d'eau facilement franchissables, ont un peu changé la situation maintenant. Ça a un peu changé. Mais avant cela, il s'agissait de millions. Comme on dit, plusieurs millions chaque année. Si on ajoutait la générosité danoise, on aurait créé le plus grand aimant de l'histoire pour ceux qui viennent chercher des allocations comme objectif. Donc on peut passer. Tu payes 5, 6, 8, 9 000 $ au cartel, ils t'ont fait passer aux États-Unis. Et là-bas, tout s'est effondré. Et tu reçois toute ta vie beaucoup d'argent. C'est incroyable. Cette même dynamique qui mine le Danemark se serait développée ici 10 fois plus. Elle s'est déjà développée. Et ce n'est pas seulement une théorie. Nous avons un exemple concret aux États-Unis. Comparer les États à forte fiscalité, Californie, New York, Illinois, à ceux à faible fiscalité, Texas, Floride, Tennessee. Depuis des années, les gens et les capitaux passent des premiers au second. Seattle a haussé les impôts pour gagner plus, mais qu'ont-ils obtenu ? Oui, les gens sont partis. Les entreprises employées sont parties. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Voilà. Voilà, elle explique tout. Si déjà à l'intérieur d'un même pays, avec une langue et une culture commune, des impôts élevés poussent les gens à partir, alors un modèle danois national renforcerait cela au maximum. Sauf qu'il n'y aurait nulle part où fuir. Sauf à l'étranger, et hors du pays, et le plus vite possible. Au final, les impôts de la classe moyenne augmentent soudainement. Les plus productifs et mobiles réduisent leur activité ou partent. La base des contribuables se rétrécit. La générosité attire les bénéficiaires. Ils viennent, encore et encore. Les dépenses augmentent, les revenus baissent. Est-ce prévisible ? Je pense que oui. Déficit, dette. Et finalement, la réduction de tous les services promis. Ou bien l'inflation due à la planche à billets. Ensuite, un mécontentement terrible. Je ne reçois pas ce qu'on m'a promis. Puis viennent les tentatives, disons, d'émeutes, de révoltes, de révolutions, et ainsi de suite. Et ensuite, un ralentissement. À mon avis, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a que cet argent. Ils vont surmonter, comme lors de la prise de la Bastille en France. Et donc, ils ont instauré la fraternité universelle et, je ne sais quoi, l'égalité, la République, où ils tuaient tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. C'est-à-dire que ça a empiré 10 fois plus, pas seulement 2 fois. Donc, au final, il n'y aura pas le bien-être danois, mais son opposé. Fuite, déficit, division. Qu'est-ce qui en découle ? 3 pays. 3 secrets différents. La Norvège est riche grâce au pétrole, c'est une exception. On ne peut pas la reproduire. La Suisse est riche grâce à la porte qu'ils ont fermée et à la confiance à l'intérieur d'un club fermé. Cela ne fonctionne que derrière un mur élevé. Ce n'est que lorsque tu sais que, comme on dit, nopsa nopsaran, personne ne passera. Le Danemark est riche grâce à la culture du travail et à la solidarité d'une société homogène, et c'est la plus fragile des 3. Parce qu'il ne repose ni sur les ressources, ni sur un mur, mais sur les gens et leurs attitudes. Les attitudes changent. De nouvelles personnes arrivent, et tout cela part en fumée. Et ensuite vous, donc, vous compléterez vous-même le mot tarar, et aucune de ces 3 recettes ne peut être simplement copiée et transposée en Amérique. On ne peut pas, par exemple, copier le pétrole norvégien.
Il existe en telle quantité ou pas. On ne peut pas copier le mur suisse. L'Amérique est fondée sur l'ouverture. On ne peut pas copier la culture de confiance danoise, parce qu'une culture ne peut pas être instaurée par la loi. Voilà la racine de l'erreur de tous ceux qui crient « faisons comme en Scandinavie ». Ils voient que le résultat, le confort, la sécurité, la tranquillité, et ils pensent qu'on peut l'obtenir en copiant le mécanisme. Mais ils copient les fruits sans transplanter les racines. On peut copier le taux d'imposition. On ne peut pas copier une société prête à le payer. On peut instaurer une allocation. On ne peut pas instaurer par la loi une culture où il est honteux de prendre sans donner. On peut construire un système généreux. On ne peut pas créer par décret la confiance entre 30 et 340 millions d'inconnus. C'est vraiment très difficile. Et tout cela représente deux aspects d'une même vérité. La liberté crée la richesse. Elle permet à l'homme d'essayer, de prendre des risques, de se tromper, de garder les fruits pour lui-même. Et c'est la culture, le travail, la responsabilité, la confiance qui déterminent si cette richesse sera préservée ou si elle se dissipera. Les règles qui protègent contre la violence préservent les deux moteurs. Les règles qui lient les mains à l'avance les étouffent. La première, la confiscation sans culture du travail détruit la seconde. L'Amérique est riche non pas malgré la liberté, mais grâce à elle. Voici le Danemark qui est riche non pas malgré la culture du travail, mais grâce à la culture du travail. Et aucun de ces deux piliers ne peut être obtenu par un décret étranger. Et savez-vous ce qui est le plus encourageant ici ? Puisque la question ne concerne ni les génies, ni les nations, ni le nombre de personnes, mais la liberté et la culture que cette liberté exige. Cela veut dire que tout, malgré tout, est entre nos mains. Cela veut dire que tout, malgré tout, est entre nos mains. Comme disait le Seigneur Dieu, Telochem ve ezorecha, ce qui signifie Boris, et alors je t'aiderai. Voilà Boris, et alors je t'aiderai. La liberté ne peut pas être extraite du sol, comme le pétrole, et elle ne peut pas être héritée, comme un capital. Mais on peut la choisir. On peut la construire. La liberté est un produit. Elle ne pousse pas sur les arbres. Elle ne se trouve pas sous le même arbre, ni sous un sapin, ni ailleurs. La société, une bonne société, ne peut pas être imposée d'en haut par décret. On ne peut la faire grandir que par la base, à partir de la culture du travail, de la responsabilité personnelle, de la confiance que les gens construisent eux-mêmes les uns envers les autres. Les pays riches et libres ne sont pas nés ainsi, ils le sont devenus. Parce qu'à un certain moment, il y a eu un tournant, un choix peut-être même pas conscient, mais qui s'est produit historiquement, ce qui signifie que ce choix est accessible à chaque société et à chacun de nous. Le Danemark n'est pas riche parce qu'il a adopté les bonnes lois, mais parce que son peuple a construit pendant des siècles une culture qui a rendu ces lois possibles. Aucun État ne fera ce travail à notre place, mais c'est précisément pour cela que nous pouvons le faire nous-mêmes. Nous pouvons le faire. La clé de la prospérité n'est pas cachée quelque part dans un coffret loin, de l'autre côté de la mer. Elle est entre nos mains. Il suffit juste de décider de la prendre et de la tourner. Si cette analyse a clarifié quelque chose pour vous, mesdames et messieurs, c'était un sujet difficile, je le sais. Partagez-le avec ceux qui croient encore aux recettes simples et pensent que plus de règles signifie plus d'ordre, plus de prospérité. Abonnez-vous à la feuille de route vers la liberté. Téléchargez mon livre gratuitement via le lien sous la vidéo. Ensuite, recevez chaque jour des vidéos de 10 minutes à savourer avec un café ou un thé. Ceux qui ne boivent même pas de thé avec un verre d'eau. Vous pouvez aussi marcher sur un appareil de sport et regarder. Pensez librement. On se revoit la prochaine fois.